Tout le monde a regardé Karma en aimant Amiléa. On a pleuré avec elle, on a souffert avec elle, on a voulu qu'elle réussisse. On a célébré quand Aïda Kébé est tombée. On a applaudi quand justice a été rendue. Mais aujourd'hui, je veux qu'on fasse quelque chose de difficile. Je veux qu'on arrête de regarder Amiléa avec les yeux de la sympathie. Et qu'on la regarde avec les yeux de l'analyse. Parce que quand vous faites ça, quand vous enlevez l'émotion et que vous regardez froidement ce qu'Amiléa a fait, décision par décision, acte par acte, vous allez découvrir quelque chose que la série ne vous dit jamais explicitement. Amiléa, ce n'est pas juste une femme blessée qui cherche justice. C'est la manipulatrice la plus sophistiquée de toute la série. Et je vais vous le prouver. Avant d'aller plus loin, posons les bases. La thèse officielle de Karma, celle que la série veut bien nous vendre, c'est celle-ci. Amiléa est une femme blessée. Elle a perdu sa cousine Anna dans des circonstances criminelles. Elle a élevé l'enfant d'Anna comme le sien. Et elle a cherché à faire payer les responsables. C'est une histoire de vengeance légitime. C'est humain. C'est compréhensible. Mais voilà où ça devient intéressant. La vengeance légitime, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui va voir la police. Qui rassemble des preuves. Qui témoigne devant un tribunal. Qui se bat par les voies légales. Amiléa n'a fait aucune de ces choses dans un premier temps. Ce qu'Amiléa a fait, c'est infiniment plus complexe, plus calculé, et plus dévastateur. Elle a construit un réseau de manipulation qui a touché, blessé, ou détruit chaque personne autour d'elle, y compris celle qu'elle prétendait aimer. Et elle l'a fait avec une maîtrise qui force le respect autant qu'elle fait froid dans le dos. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça. Niveau par niveau. Couche par couche. Parce qu'Amiléa ne manipule pas de façon simple. Elle manipule sur plusieurs niveaux simultanément. Et c'est là toute sa force. Qui est vraiment Amiléa Si? Pour comprendre comment Ami manipule, il faut d'abord comprendre qui elle est profondément. Amiléa est une femme construite sur la douleur et l'absence. Son père Bachir Hanan était absent. Sa mère Djibo était absente. Ce sont Anna et la grand-mère qui ont comblé ce vide affectif. Et quand Anna est morte, Ami s'est retrouvée face à quelque chose de terrible. Elle n'avait plus personne à aimer sans calcul. Et les gens qui n'ont plus personne à aimer sans calcul deviennent dangereux. Parce qu'ils canalisent toute cette énergie émotionnelle ailleurs. Dans le travail. Dans l'art. Ou dans le cas d'Ami, dans la vengeance. Ami n'est pas folle. Ami n'est pas mauvaise au sens primaire du terme. Ami est quelqu'un qui a transformé sa douleur en stratégie. Et c'est ça qui la rend extraordinairement dangereuse. Le profil psychologique. Si on devait définir Amiléa psychologiquement, on dirait qu'elle présente plusieurs caractéristiques très précises. Premièrement, le contrôle comme mécanisme de survie. Ami ne supporte pas l'imprévu. Tout ce qu'elle fait est planifié, réfléchi, organisé. Son appartement. Ses relations. Ses contrats professionnels. Son image publique. Même la façon dont elle élève Anna Eva. Quand quelque chose échappe à son contrôle comme ses sentiments pour Majib, elle panique. Elle essaie de les rationaliser, de les effacer, de les mettre dans une case. Ce besoin de contrôle absolu est à la fois sa force et sa plus grande faiblesse. Deuxièmement, l'intelligence émotionnelle au service de la manipulation. Ami comprend les gens. Elle les lit. Elle sait ce dont chaque personne a besoin, ce qui la fait fonctionner, ce qui la rend vulnérable. C'est pour ça qu'elle est une si bonne manipulatrice. Elle ne force jamais. Elle guide. Elle oriente. Elle crée les conditions pour que les gens fassent exactement ce qu'elle veut, en croyant que c'est leur propre décision. Troisièmement, la dissociation émotionnelle. Ami est capable de ressentir quelque chose profondément de l'amour, de la douleur, du désir et de continuer à agir comme si elle ne ressentait rien. Cette capacité à dissocier l'émotion de l'action est ce qui lui permet de maintenir son plan même quand tout en elle veut s'arrêter. C'est ce qu'on appelle une intelligence froide. Et c'est extrêmement rare. Amiléa ne manipule pas d'une seule façon. Elle manipule sur 4 niveaux distincts et simultanés. Comprendre ces 4 niveaux, c'est comprendre pourquoi personne autour d'elle ne l'a vu venir. Le premier niveau et le plus fondamental, c'est la manipulation de sa propre image. Amiléa construit et maintient une image publique parfaitement calibrée. Auprès de ses amis, elle est la fille forte, indépendante, parfois froide, mais fondamentalement loyale. C'est cette image de loyauté construite sur des années d'amitié sincère qui lui permet d'agir dans l'ombre sans que personne ne remette en question ses motivations. Auprès des Kébé, elle est l'artiste talentueuse et professionnelle. Quelqu'un d'irréprochable sur le plan du travail. Cette image lui donne accès au cœur de leur empire. Auprès de Majib, elle joue d'abord l'indifférence, puis la résistance, puis la vulnérabilité calculée. 3 images différentes. 3 publics différents. 0 contradiction apparente. C'est le premier niveau de sa manipulation.
elle est ce que chaque personne a besoin de voir. Le deuxième niveau est encore plus sophistiqué. Amy contrôle absolument ce que chaque personne sait et ne sait pas. Elle sait tout sur tout le monde. Et elle décide soigneusement de ce qu'elle révèle, à qui, et à quel moment. Elle sait qui est Majib depuis qu'elle a reconstitué le puzzle. Mais elle ne le dit pas. Elle sait qu'elle ressent quelque chose pour lui. Mais elle ne le montre pas. Elle sait que son plan va blesser Ndei Marie. Mais elle avance quand même. Et quand les informations commencent à fuiter, quand Maï commence à sentir que quelque chose ne va pas, Amy ne nie pas frontalement. Elle reconnaît juste assez pour paraître honnête. Et cache le reste. C'est une maîtrise de l'information digne d'un agent de renseignement. Elle ne ment pas toujours directement. Elle choisit ce qu'elle dit. Et ce choix est aussi puissant que le mensonge. Le troisième niveau est le plus perturbant. Parce qu'il implique d'utiliser de vraies émotions comme outil. Amy utilise ses propres émotions et celles des autres de façon stratégique. Quand elle pleure devant Majib, ses larmes sont réelles. Mais leur timing est calculé. Elle sait que les montrer à ce moment précis va créer une connexion émotionnelle dont elle a besoin. Quand elle dit à Majib « Je t'ai tout caché sauf l'amour que je ressens pour toi », c'est vrai. Mais c'est aussi la seule carte qui peut potentiellement sauver quelque chose de cette relation, et donc maintenir un lien utile à son plan. Et avec ses amis, c'est encore plus troublant. Amy utilise la culpabilité. Pas de façon grossière, mais subtilement. Elle crée des situations où ses amis se sentent obligés de la soutenir, de la défendre, de fermer les yeux. Elle transforme les liens affectifs en levier. Et personne ne s'en rend compte parce que ces liens sont réels. Le quatrième niveau est peut-être le plus impressionnant de tous. Amy pense en années, pas en jours. Elle a attendu 5 ans avant d'agir. 5 ans de patience, de préparation, d'observation. Et quand elle agit, elle ne se précipite pas. Elle pose les pièces une par une. Elle s'assure que chaque action crée les conditions nécessaires pour l'action suivante. L'appartement, le projet hôtelier, Jazz, le conteneur. Tout ça s'enchaîne avec une logique froide et implacable. La plupart des gens agissent dans l'urgence de l'émotion. Amy agit dans la froideur du temps long. Et c'est cette différence qui fait d'elle quelqu'un d'extraordinairement difficile à contrer. Maintenant qu'on comprend sa psychologie et ses méthodes, regardons les victimes une par une. Victime 1, Ndei Marie. Ndei Marie est peut-être la victime la plus tragique de toutes. Parce qu'Amy l'aimait vraiment. Et c'est ça le paradoxe central de cette relation. Amy ne manipule pas Ndei Marie par malveillance. Elle la manipule par nécessité ou du moins c'est ce qu'elle se dit. Comment ça se passe concrètement? D'abord, Amy maintient l'image de la meilleure amie loyale pendant des années. Cette image est si bien construite, si bien entretenue, que quand Ndei Marie annonce ses fiançailles avec Majib, elle ne voit pas la micro-réaction d'Amy. Ensuite, Amy utilise la proximité affective que cette amitié lui donne pour obtenir des informations sur Majib. Elle pose des questions sur lui, ses habitudes, son passé, sa famille en ayant l'air de simplement s'intéresser au futur mari de son ami. Et enfin, et c'est là où ça devient vraiment froid, Amy continue de jouer le rôle de la meilleure amie tout en sachant pertinemment que son plan va détruire le mariage de Ndei Marie. Elle ne l'arrête pas. Elle ne lui dit pas la vérité. Elle laisse Ndei Marie construire un avenir avec un homme dont Amy sait exactement qu'il va être au centre d'un scandale. Ce n'est pas de la trahison impulsive. C'est de la trahison planifiée. Et c'est infiniment plus grave. Victime 2, Maïmouna. Maïmouna est différente de Ndei Marie. Elle est plus perspicace, plus méfiante. Et Amy le sait. C'est pour ça qu'avec Maïmouna, Amy adopte une stratégie différente. Elle ne lui cache pas tout. Elle lui cache l'essentiel, mais elle lui donne juste assez d'informations pour que Maï se sente dans la confidence. Pour que Maï ait l'impression d'être la seule qui comprend vraiment Amy. Cette technique, donner à quelqu'un l'impression d'être le confident privilégié, est une des manipulations les plus efficaces qui existent. Parce qu'elle crée un sentiment de loyauté et de responsabilité. Maï se sent responsable d'Amy. Et cette responsabilité la paralyse quand elle devrait agir. Jusqu'au moment où Amy lui dit la vérité que son plan va trahir Ndei Marie, et que Maï réalise qu'elle a été utilisée comme alibi émotionnel pendant tout ce temps. Tu es amoureuse de Majib. Tu peux le faire à tout le monde sauf à moi. La réponse d'Amy à ce moment est révélatrice. Elle ne nie pas. Elle confirme. Et elle dit que sa décision est prise. C'est le moment où le masque tombe complètement. Et Maï comprend qu'elle a aimé une version d'Amy qui n'existait pas vraiment. Victime 3, Majib. La manipulation d'Amy sur Majib est la plus complexe de toutes. Parce qu'elle commence par le mensonge le plus fondamental qui soit celui de l'identité. Amy se présente à Majib comme une étrangère. Une locataire. L'amie de sa fiancée. Quelqu'un qui n'a aucun lien avec son passé.
alors qu'elle est la cousine de la femme qu'il a aimée, la mère adoptive de sa propre fille, et l'architecte de sa destruction. Chaque interaction entre eux est donc construite sur cette base mensongère. Mais voilà où Amy devient encore plus troublante. Quand elle tombe amoureuse de lui, et oui, cet amour est réel, elle n'arrête pas pour autant. Elle continue à le manipuler. Elle continue son plan, tout en l'aimant. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens sont capables de faire. Aimer quelqu'un et continuer à le détruire simultanément. C'est une dissonance cognitive d'une intensité rare. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'Amy utilise cet amour réel comme bouclier. Quand Majib la confronte après sa sortie de prison, elle lui dit que ses sentiments étaient vrais. Et c'est vrai. Mais cette vérité partielle lui sert d'excuse pour tout le reste. Elle utilise sa propre sincérité comme outil de manipulation. C'est du génie. Et c'est terrifiant. Victime 4, Jazz. On parle rarement de Jazz comme d'une victime d'Amy. Et pourtant, Jazz est quelqu'un qu'Amy recrute pour ses capacités criminelles. Elle le met dans une position où il est complice d'un acte illégal, la mise en scène du conteneur. Et quand Jazz, par amour pour Fifi, décide de se dénoncer pour innocenter Majib, Amy ne l'arrête pas. Elle le laisse aller en prison. Pour un acte qu'il a commis sur ses instructions. Amy ne va pas en prison. Jazz si. Et dans toute la série, personne ne semble vraiment s'attarder sur cette injustice-là. Parce qu'on est trop occupé à applaudir la vengeance d'Amy pour voir que Jazz a payé une dette qui était la sienne. Victime 5, Bachir Anand. La relation d'Amy avec son père Bachir est l'une des plus subtiles de la série. Amy utilise Bachir. Pas de façon évidente. Pas de façon brutale. Mais elle utilise sa culpabilité paternelle, cet homme qui n'a pas été là, qui veut réparer, qui cherche l'approbation de sa fille comme levier. Elle accepte ses cadeaux quand ça l'arrange. Elle le rejette quand ça l'arrange. Et quand son plan menace d'éclabousser Bachir parce que son projet hôtelier est lié à celui des Kébé, Amy ne le prévient pas. Elle laisse son propre père être potentiellement détruit par les ondes de choc de sa vengeance. Parce que dans le calcul d'Amy, Bachir est une pièce sur l'échiquier. Pas une priorité absolue. Une manipulatrice parfaite ne commet pas d'erreurs. Mais Amy Léa en commet plusieurs. Et ces erreurs sont révélatrices. Erreur 1, tomber amoureuse de Majib. C'est l'erreur fondamentale. Celle qui déstabilise tout le reste. Amy n'avait pas prévu ça. Elle avait prévu de le neutraliser, de l'utiliser comme instrument contre Aïda, et de passer à autre chose. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Majib serait quelqu'un de profondément attachant. Quelqu'un qui la voit, qui la comprend, qui la provoque de façon stimulante. Et quand elle tombe, tout son édifice commence à vaciller. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un et le détruire sereinement. Il y a un coup psychologique à ça. Et ce coup va fragiliser son plan de façon irrémédiable. Erreur 2, sous-estimer le timing. Amy panique au dernier moment avant l'exécution du plan du conteneur. Elle appelle Jazz pour annuler. Trop tard. Cette panique révèle quelque chose d'important. Au fond, Amy n'est pas aussi froide qu'elle le croit. Elle a des limites. Des lignes qu'elle n'est pas totalement prête à franchir. Et quand la réalité de son plan se matérialise, quand ce n'est plus abstrait mais concret, elle vacille. Cette vacillation est la preuve qu'Amy n'est pas un monstre. Mais elle prouve aussi qu'elle a quand même laissé faire. Et laisser faire, c'est faire. Erreur 3, confier trop à Maïmouna. Amy dit à Maï des choses qu'elle n'aurait jamais dû dire. Elle lui confie son plan pas entièrement, mais assez. Et ce choix va finir par lui coûter son amitié. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce qu'Amy a besoin d'être comprise. C'est son talon d'Achille. Malgré toute sa froideur, malgré toute sa maîtrise, Amy a besoin que quelqu'un valide ce qu'elle fait. Que quelqu'un lui dise que sa douleur est légitime, que sa colère est juste, que son plan est compréhensible. Et ce besoin de validation, ce besoin très humain d'être vu et compris, est la fissure dans son armure. Les meilleurs manipulateurs n'ont pas ce besoin. Amy l'a. Et ça finit par la trahir. Voilà la question qui divise. Est-ce qu'Amy Léa savait exactement ce qu'elle faisait à chaque étape? Ou est-ce qu'une partie de sa manipulation était inconsciente, une réaction de survie plutôt qu'un calcul froid? La réponse est les deux. Et c'est ça qui rend son personnage si fascinant. Il y a des éléments clairement conscients et planifiés. La décision d'accepter le contrat hôtelier pour se rapprocher des Kébé. Le recrutement de Jazz. La mise en scène du conteneur. Ces choses-là sont délibérées. Mais il y a aussi des éléments qui relèvent de quelque chose de plus profond et de plus inconscient. La façon dont elle utilise l'amour de Ndeye Marie comme couverture. La façon dont elle tombe dans les mêmes patterns de contrôle encore et encore. La façon dont elle reconstruit autour d'elle un système de dépendance qui reproduit exactement ce qu'elle a vécu enfant. Amy Léa reproduit les schémas de sa propre enfance blessée. Sauf qu'au lieu d'être la victime du contrôle,
elle en est l'architecte. Et c'est peut-être la révélation la plus troublante de toute cette analyse. Amy ne manipule pas par malveillance fondamentale. Elle manipule parce que c'est le seul mode de relation qu'elle connaît. Parce que dans son monde, un monde d'absence, de trahison, de perte, contrôler les autres est la seule façon de se sentir en sécurité. Sa manipulation est une armure. Et comme toutes les armures, elle protège de l'extérieur. Mais elle emprisonne de l'intérieur. On arrive au moment le plus délicat de cette analyse. Parce qu'après tout ce qu'on vient de voir, après avoir décortiqué chaque manipulation, chaque calcul, chaque décision froide, on est obligé de se poser la vraie question. Amy Léa méritait-elle notre sympathie? Et ma réponse est oui. Et non. Oui, parce que sa douleur était réelle. Anna était réellement morte à cause d'un crime. Aïda Kébé avait réellement commis quelque chose d'impardonnable. Et le sentiment d'injustice qui habite Amy pendant toutes ces années est parfaitement légitime. Non, parce que la légitimité d'une douleur ne justifie pas n'importe quel moyen d'y répondre. Amy a utilisé Ndeye Marie. Elle a utilisé Maïmouna. Elle a utilisé Jazz. Elle a mis en danger des innocents. Elle a laissé Majib aller en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et pendant tout ce temps, elle s'est raconté que c'était pour Anna. Mais Anna n'aurait pas voulu ça. Anna était quelqu'un qui aimait sans calcul. Amy le sait. Et c'est peut-être ça, sa vraie punition. Pas la perte d'Anna Eva. Pas la perte de ses amis. Pas la perte de Majib temporairement. Sa vraie punition, c'est de savoir qu'en voulant honorer la mémoire d'Anna, elle est devenue exactement le type de personne qu'Anna aurait le plus redouté. Quelqu'un qui utilise l'amour comme arme. Karma n'est pas juste une série sur la vengeance. C'est une série sur ce que la douleur non résolue fait aux gens. Amy Léa n'est pas née manipulatrice. Elle le est devenue. Elle est devenue manipulatrice parce que personne ne lui a appris à faire autrement. Parce que ses parents l'ont abandonnée. Parce que la seule personne qui la comprenait est morte. Parce que le monde lui a appris que pour survivre, il faut contrôler. Et dans un monde parfait, Amy aurait eu accès à quelqu'un, un thérapeute, un mentor, une présence aimante stable qui lui aurait dit qu'il y avait une autre façon de vivre avec cette douleur. Mais elle n'a pas eu ça. Alors elle a fait avec ce qu'elle avait. Son intelligence. Son article. Et une capacité de calcul froid qui aurait pu faire d'elle quelqu'un d'extraordinaire si elle l'avait mise au service de quelque chose de constructif. Amy Léa est le personnage le plus dangereux de Karma. Mais c'est aussi le personnage le plus humain. Parce que sa manipulation n'est pas celle d'un monstre. C'est celle d'une femme blessée qui a appris à survivre de la seule façon qu'elle connaissait. Et ça nous ressemble beaucoup plus qu'on ne voudrait l'admettre.